Les rencontres de Cannes sous le thème de la confiance. On reçoit Claudia Sénic, qui est professeure à l'Université de Paris-Sorbonne et à l'École économique de Paris, c'est ça? L'École d'économie de Paris. L'École d'économie de Paris. Claudia Sénic, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous ressortez à l'instant d'une conférence donc, avec un certain nombre d'intervenants donc dans le cadre de ces rencontres de Cannes. On a reçu ici des chercheurs, des journalistes, des universitaires. On reçoit un professeur d'économie. Qui sont aujourd'hui les étudiants en économie? Est-ce que l'économie est une discipline qui attire les étudiants français aujourd'hui? Oui, l'économie attire des étudiants. Je pense que les étudiants qui font de l'économie sont ceux qui ont envie de comprendre le monde et de le changer. Ils ont confiance en l'avenir, en fait. Ils ont confiance en l'avenir et surtout, je pense que c'est des gens qui ont envie d'intervenir, soit d'agir dans le monde de l'économie, mais souvent de le changer, c'est-à-dire d'intervenir dans les politiques publiques, dans la politique économique, peut-être dans les institutions même. Est-ce qu'on peut changer le monde par l'économie? Ah ben oui, enfin, on peut changer le monde par les institutions, par les règles, les lois et par les politiques publiques. On peut changer beaucoup de choses. Oui. Donc pour cette génération, l'économie finalement a une bonne image de marque. Enfin, pour ceux qui choisissent l'économie, ils ont l'impression qu'il y a des leviers. Mais est-ce que c'est par opportunisme professionnel en termes de débouchés ou est-ce qu'il y a une idéologie, une philosophie derrière ça, même si à 18 ans, 19 ans, évidemment, on n'est peut-être pas à ce niveau-là de réflexion? Non, mais il y a plusieurs sortes d'étudiants et les gens ont des ambitions différentes. Donc l'économie est importante, les étudiants s'en rendent compte, donc ils sont attirés par l'économie à cause de ça. Mais encore une fois, je pense qu'il y a toujours il y a toujours un petit côté idéaliste quand même chez les économistes. C'est-à-dire parce qu'on... C'est ce côté de ne pas prendre le monde tel qu'il est de manière irréversible, irrémédiable, mais de se dire qu'on va comprendre pour pouvoir agir. Dans le débat contemporain, les économistes aujourd'hui commencent à être très présents dans les médias. D'ailleurs, plus il y a de crises et plus il y a d'économistes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la classe politique, le débat contemporain peut se nourrir effectivement de ces économistes qui sortent aujourd'hui de leur laboratoire, de leurs universités, pour venir participer au débat politique pour que les citoyens fassent les choix politiques nécessaires pour faire améliorer la situation? Et c'est vrai que les économistes sont sortis de leur tour d'ivoire depuis quelques années, depuis environ une dizaine d'années. De plus en plus d'économistes comprennent qu'il faut maintenant communiquer au public, ou en tout cas aux décideurs, les choses qu'ils ont apprises et comprises et les choses dont on sait qu'elles fonctionnent. Et donc les économistes doivent contribuer évidemment au débat public et à la politique publique, mais ils ne doivent pas donner de solutions, ils ne doivent pas dicter la politique publique ou la politique économique, ils doivent éclairer les choix. Ils doivent dire on sait que ça marche comme ça c'est comme ça, si on fait ceci, on aura tel résultat. Si on veut obtenir tel autre résultat, il faut passer par ce chemin. Mais ensuite, la décision, elle reste entre les mains des politiques et des électeurs. Donc les économistes ont évidemment un parti pris, politique ou idéologique, évidemment. Ils doivent dire quel est ce parti pris, pour être honnête, mais ils doivent quand même laisser l'ensemble des choix ouverts pour que les politiques s'en saisissent. Ce n'est pas aux économistes de prescrire les solutions de politique. Je vais vous poser une question finalement qui peut paraître assez simple mais qui est très complexe, Claudia Sénic. Est-ce que la France se porte bien économiquement? La France ne se porte pas très bien économiquement. Il y a un chômage incompressible depuis... C'est ça la grille de lecture, c'est le chômage? Non, mais c'est... Enfin, le chômage en partie. Le chômage, la croissance, le niveau de vie, le pouvoir d'achat, c'est pas extraordinaire. Donc le tableau est assez morose? Non, le tableau, non. Il y a des choses qui sont très bien. La France, c'est très... Il n'y a pas une France, il y en a au moins deux. Il y a la France, dont on connaît, on entend parler des start-up, des secteurs qui vont très bien. Il y a plein de secteurs qui vont très bien. Souvent la mondialisation des gagnants. Il y a la France, des gens qui sont du bon côté de la révolution numérique, qui font des start-up, qui sont ambitieux, des jeunes qui sont très contents. Il y a des secteurs qui marchent très très bien, du côté de... Enfin, on les connaît. C'est Emmanuel Macron, quoi, en gros. Non, mais pas seulement, même du point de vue des secteurs de l'économie, des secteurs industriels, du prêt-à-porter, de la gastronomie, de l'aéronautique. Enfin, on connaît les secteurs. Il y a des secteurs qui marchent bien. Et puis, il y a une partie de la France, de gens pas diplômés ou pas qualifiés comme il faudrait, qui eux sont heurtés par cette révolution numérique. La France périphérique dont on parle. Voilà, donc je pense que c'est un peu pareil dans beaucoup de pays, donc c'est difficile d'avoir un seul jugement.
Alors, on va parler un peu de votre livre, L'économie du bonheur. Donc on peut associer, on peut marier le bonheur et l'économie, si j'ai bien compris. C'est ça la question, c'est est-ce que l'économie peut quelque chose au bonheur? Est-ce qu'on a des leviers? Est-ce qu'on peut, en jouant sur le fonctionnement du marché du travail, sur la croissance, sur les inégalités, est-ce qu'on peut contribuer au bonheur des gens ressentis et déclarés par eux-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des leviers? Et la réponse est, enfin j'espère oui, on a certains leviers. On n'explique pas tout. Il y a une grande partie qui vient d'ailleurs, mais il y a une partie quand même qui dépend de l'économie. Pourquoi? Parce que l'économie dessine quand même les perspectives de prospérité, de la capacité de choix finalement qui est offerte aux gens. Quand on n'a rien, quand on est démuni, on a un choix extrêmement restreint. Alors que plus on est en possession de moyens importants, plus on peut choisir sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, en France, même malgré les difficultés, malgré les résistances, pour peut-être créer un déclic, changer les choses voilà, je ne sais pas, je ne vous demande pas une recette, mais qu'est-ce qui nous apparaît a priori possible, puisque d'autres le font et le font peut-être bien et ont des résultats, et que nous ne faisons pas parce que nous sommes nous-mêmes? Il y a deux choses. Il y a d'une part de donner au plus grand nombre possible de gens l'impression qu'ils peuvent faire des choses, prendre leur destin en main et suivre leur chemin. Non, pas seulement imaginaire, mais même d'un point de vue économique, de libéraliser un peu, de libérer un peu les forces vives ou les opportunités pour les gens. C'est-à-dire on taxe moins, on réduit. On peut rentrer dans les détails, mais il faut que ça soit plus. Il faut favoriser le fait que des gens puissent accéder à de multiples positions. D'un côté, et puis d'un autre côté, il faut renforcer le sentiment qu'on est quand même une société solidaire et que, comme l'économie moderne quand même change souvent et impose pas mal de chocs à pas mal d'endroits de la société, il faut qu'il y ait un filet de sécurité pour ces gens-là qui les protège contre cette incertitude. Donc il y a les deux, quoi. Il faut opportunité, mais aussi quand même sécurité. Donc vous, en tant qu'économiste, vous vivez dans une société finalement qui est régie, vous vivez d'un point de vue imaginaire, plutôt par des théories économiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bataille aujourd'hui en France sur des théories économiques et des théories politiques qui n'arrivent pas à s'imbriquer ou en tous les cas à se digérer les unes les autres pour justement recréer un nouveau contrat social en France? Une bataille entre économistes et politiques, vous voulez dire? Oui, entre des théories économiques qui se confrontent à des idéologies politiques. L'économie est une science sociale, donc ce n'est pas une science exacte. Donc, même à un moment donné du temps, il n'y a pas un consensus absolu sur la manière dont le monde fonctionne et ce qu'il faut faire. C'est ça qui est très troublant pour le public et même pour les politiques, c'est que les économistes même ne sont pas d'accord entre eux. Même si, en réalité, je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait s'entendre et pour dire que, là, ça marche comme ça, quoi. On sait que ça, c'est vrai. Tout ce qui concerne le fonctionnement des prix, les marchés, les comportements, il y a des choses qu'on sait quand même. Des choses dont on n'est pas sûr, mais il y a des choses qu'on sait. Donc, et après, évidemment, les économistes sont des êtres humains, donc ils ont des orientations politiques qui sont parfois contradictoires. Est-ce qu'il y a un pays où ça existe déjà, l'économie du bonheur? C'est-à-dire une société qui tend vers ça, en tous les cas, qui a fait les réformes nécessaires, Il y a des pays qui sont plus heureux que les autres, comme le Danemark, par exemple. Oui. Et alors, on cherche toujours pourquoi est-ce que les Danois sont heureux. Alors, on dit c'est parce qu'il y a plus de responsabilité individuelle, cette notion de responsabilité individuelle. Ils sont moins nombreux, plus homogènes. Il y a plein de raisons, on peut tout inventer. Moi, j'ai été frappée un jour par un livre de Robert Boyer, qui parlait du Danemark, et je pensais qu'il allait dire que le Danemark ça marcherait bien parce que c'était une société très solidaire avec beaucoup de protection sociale. Non, il a dit que ce qui marchait bien au Danemark, c'est que quand il y avait un problème, les gens pouvaient se mettre autour de la table, se concerter et le résoudre. Et qu'ils avaient fait la réforme des retraites, et ils avaient fait la réforme de ci et de ça, et que donc ils arrivaient à affronter les problèmes collectivement. Et ça, je pense que c'est pas mal. Et c'est peut-être ça, finalement, la définition de la confiance, en réalité. Oui, on a confiance dans les réactions des uns et des autres. Dans le fait de pouvoir se faire confiance pour discuter et mettre en œuvre une solution. Et un consensus. Merci beaucoup Claudia Sénic. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université à Paris-Sorbonne et professeur aussi à l'école d'économie de Paris. Voilà. J'ai bien dit cette fois-ci. Parfait. Et puis vous êtes surtout auteur de L'économie du bonheur aux éditions du Seuil. Donc vous pouvez trouver ce livre qui est assez facile à lire puisque cette collection est assez intéressante. Elle reprend souvent des thématiques complexes et qui essaie de vulgariser avec des experts de votre niveau. Merci beaucoup Claudia Sénic. C'est moi.